incroyable, mais c'est devenu une sorte de classique de la saison et on a hâte de voir le match parce que les deux premiers, ils ont été sexy. Hein. Ouais, c'est assez délirant. Vous nous avez dit ça oui. À l'intersaison que Brest allait jouer ce rôle-là. C'est quelque chose que personne n'avait vu venir, même s'il s'était sauvé plutôt avec la manière. Le travail d'Éric Roy est assez incroyable. Je pense qu'on mesure pas d'ailleurs. Mais oui, c'est compte tenu de l'opposition que Brest donne à chaque fois face au PSG, que ce soit là-bas, souvenez-vous du match aller ou le match au Parc. À chaque fois, ils ont donné du fil à retordre et donc, on a hâte de le voir, ouais. Alors, la Real Sociedad, c'était hier sur la chaîne L'Équipe, Raphaël, c'est l'adversaire du PSG. C'est quand même une équipe qu'on connaît moins bien que le Barça ou le Real, que le PSG a affronté de nombreuses fois. Ça a donné quoi hier en Coupe d'Espagne? Match nul 0-0, c'était la demi-finale aller, donc il y aura une demi-finale retour, mais c'est une équipe qui ne marque plus, mais qui ne prend pas de but également, mais ce sont eux qui se sont procuré les meilleures occasions. Ils auraient pu obtenir un penalty à la 10e minute de jeu. On vous laisse juger sur la passe de Zubimendi, Barachanea qui chute après un contact avec Gonzalez. Merci, on peut siffler. Non, on peut siffler. Il hésite, c'est pour vous dire que c'est dur. Et puis ensuite, les trois grosses occasions, toutes pour Oumar Sadiq. La 38e minute de jeu, tête non cadrée pour l'attaquant de la Real Sociedad. On va la revoir sur ce service du numéro 7 de la Real Sociedad. La 53e minute encore, Barachanea à la baguette avec un super crochet côté gauche pour servir Sadiq, mais qui ne voit pas venir le ballon. Ça a été une autre grosse opportunité pour cette équipe de la Real Sociedad qui s'est quand même procuré beaucoup d'occasions dans ce match. Et puis une dernière situation, toujours Oumar Sadiq qu'on voulait vous montrer sur le débordement de Takekubo qui revient de la Coupe d'Asie. Mais Sadiq, seul face au but vide, il se trouve complètement. Alors ça, c'est peut-être la chance du Paris Saint-Germain, c'est qu'ils sont maladroits devant le but, les attaquants de la Real Sociedad. Mais ça ne prend pas de but. C'est 0 but encaissé sur les 3 derniers matchs. Si c'est Vitinha, on fait un débat pendant deux trucs. Non, mais il faut dire la vérité quand même. Ils l'ont fait en Espagne, je pense. Oui, alors là, c'est quand même absolument inratable. On fait très court, ce que vous avez vu, il y a le championnat du monde, la Coupe du Monde, pardon, de biathlon. Les Bleus sont champions du monde, donc on va en parler longuement. Là, on est vraiment dans un début d'émission. Benoît, vous connaissez bien le football espagnol. Est-ce qu'ils vous font une grosse impression, très sincèrement, sur ce qu'on voit des derniers matchs à la Real Sociedad? On n'a pas envie d'être inquiet, mais attention quand même. Si je devais faire un comparatif sur les équipes qui ont joué le Paris Saint-Germain en poule lors de cette Champions League, clairement, la Sociedad, c'est en dessous du Milan, c'est en dessous de Dortmund, c'est en dessous de Newcastle. Clairement, ils ont fini devant l'Inter quand même dans la poule, alors qu'Inter vole en ce moment. Sur les derniers matchs que j'ai pu voir de la Sociedad, ils sont nettement moins bons depuis cette période-là. C'est en dessous. C'est ce qu'on disait, deux parties dans une saison, c'est souvent le c'est pour ça qu'on a eu ce débat où, oui, si le Paris Saint-Germain n'était pas sorti des poules, pour moi, c'était un cataclysme. Attention, si le Paris Saint-Germain ne se qualifie pas aussi contre la Sociedad, qui est largement en dessous de ce qu'a joué le PSG en Champions League, il y aura débat. Donc non, le Paris Saint-Germain, s'ils sont sérieux à piquer, ils doivent se qualifier. Karine, c'est vrai que vous disiez souvent qu'il y avait deux... Bon, alors c'est vrai, ça a été vérifié de nombreuses fois, mais qu'il y a avant Noël et puis après Noël, une autre compétition démarre. Est-ce qu'on peut imaginer... L'équipe, normalement, c'est comme ça. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer que la Real Sociedad a donné le meilleur en première partie de saison? J'imagine que le PSG va être vigilant parce qu'ils marchent pas sur l'eau non plus, les Parisiens en ce moment quand même. Oui, mais après moi c'est pas tant l'adversaire qui m'inquiète, c'est surtout le PSG en vrai, parce que le PSG, moi je suis d'avis qu'il régresse. Je suis sidéré des prestations parisiennes. C'est des matchs gagnés mais vraiment avec difficulté. C'est des matchs pas maîtrisés. C'est le football que ne veut pas en plus Luis Enrique. Les 3 quarts du temps c'est des buts en transition alors qu'il nous abreuve de sa possession qui n'est pas faite pour son équipe. Donc passer la Real Sociedad, c'est pas non plus un exploit, c'est quand même ce qu'on demande au PSG. Mais moi je suis inquiète pour la suite parce qu'on peut pas s'arrêter au 8e de finale. Enfin, ils peuvent s'arrêter en 8e de finale malheureusement, mais en tout cas c'est pas leurs objectifs. Et ce qui nous montre et cette soi-disant progression en février on sera meilleur, c'est assez faux. Alors après il a dit, il est revenu parce que non on lui a mis en conférence de presse plusieurs fois devant le fait accompli. Il dit on sera meilleur en février, moins bon en mars, mais enfin après il avait joué avec ça. Giovanni, avant d'écouter Charlotte et de voir le hat-trick et de jouer, un mot sur la Sociedad, sur le PSG. C'est comment au club, comment on aborde ce 8e, parce que finalement il a assez piège, ils sont totalement favoris en étant 2e de poule. Bah écoutez, ils l'abordent avec sérénité, ils ont leur plan de com, on peut le croire ou non, puisque c'est une année de transition, on part sur un nouveau projet avec place forte au coach. Très clairement, voilà, le Paris Saint-Germain n'a jamais autant donné de pouvoir à un coach que Luis Enrique. Honnêtement, il a le soutien total de sa direction, il peut faire ce qu'il veut. Donc voilà, il y a pas de pression comme d'habitude du résultat, mais s'ils se font sortir en 8e de finale par la Real Sociedad, alors qu'ils ont
investi énormément d'argent cet été. Forcément qu'on leur reprochera. On n'est pas obligé de les croire en disant que ils acceptent un peu moins de résultats et que l'important c'est le jeu. D'autant que le jeu, comme Karine l'a rappelé, honnêtement, c'est pas terrible en ce moment. Je me permets juste, Greg, de rajouter quelque chose sur 15 secondes par rapport à la compo d'équipe. On pourrait aussi voir Nordi Mukiele à la place de soit Marquinhos en défense centrale, soit Carles Soler sur le côté droit, puisque le staff parisien voudrait vraiment le relancer, lui donner du temps de jeu en vue du match face à la Real Sociedad. Il n'a pas beaucoup joué au mercato hivernal. Il y avait ces histoires de transfert potentiel ou non, donc c'est important de le relancer. Giovanni, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs de Mukiele quand on se demandera qui joue le plus gros, parce que possiblement un nom à rajouter. Charlotte, un dernier mot sur cette confrontation à venir PSG Real Sociedad. Ce soir, le match contre Brest, c'est une bonne répétition? Ah oui, ils sont obligés de pouvoir se préparer sur ce match. On sait que tout le monde l'attend, les Parisiens l'attendent. Oui, ils sont pas flamboyants dans le jeu. C'est une équipe de transition. Luis Enrique n'aime pas forcément ce jeu-là. Mais moi, je pense que le PSG, c'est offensivement, c'est très compliqué. Donc c'est là qu'ils doivent essayer de performer. On sait que devant, il va avoir des occasions, ils vont toujours avoir des actions, il n'y a pas de souci. Mais ils doivent faire un gros match contre Brest, où le match en championnat, ça a été catastrophique dans le jeu. Donc ils doivent performer, ils doivent être au-dessus, donc pour préparer le match de la Real. Allez, on y va. C'est déroulé dans le calme cette fois-ci, une réunion sans accrochage, malgré un contexte tendu. On rappelle que l'OM reste sur une série de 4 matchs sans victoire et la défaite face au rival lyonnais dimanche soir a encore du mal à passer. Alors le ton a pu par moments se durcir, mais les supporters voulaient avant tout faire passer un message à leurs joueurs. Allez-y, mouillez le maillot, montrez les crocs. Pablo Longoria, lui, était absent en déplacement à Paris, mais il est revenu sur cette fameuse réunion aujourd'hui en conférence de presse. Et pour le président de l'OM, la responsabilité est collective. C'est normal dans ces moments quand les résultats sportifs n'arrivent pas, de se poser des questions et d'avoir de l'inquiétude. Ça, c'est le monde du football et cacher ça, ça serait complètement une chose qui ne serait pas logique. Et je crois que c'est nécessaire dans ces moments que tout le monde il se parle. C'est pour ça qu'on a organisé le rendez-vous lundi, c'est pour ça que c'est nécessaire aussi que tout le monde il se dit les choses en face, que tout le monde il se parle d'une façon directe, spécialement parce que dans ces moments, c'est important l'unité et aller vers la même direction. Longoria qui a aussi, lui, sa part de responsabilité. Ça aurait été bien de faire des choix cohérents, notamment par rapport au mercato ou au choix d'entraîneur. Bref, que cette réunion se soit déroulée sans accroc, c'est un bon début, c'est bien, surtout quand on connaît le contexte explosif à l'OM, mais ça reste encore, à mon sens, très fragile. Les supporters ont prévenu qu'il s'agissait de la dernière réunion calme et l'accueil qu'ils leur réservent vendredi soir face à Metz risque d'être glacial. Donc, on n'en est pas encore tout à fait au stade de l'union sacrée. Ce sera aux joueurs avant tout de sauver leur saison, du moins ce qu'il en reste, et d'espérer que ça prenne enfin avec Gattuso. Alors, est-ce que l'union sacrée est la seule voie pour sauver la saison de l'OM ? Bah oui, ça c'est sûr. On sait que Marseille est en difficulté en ce moment, mais il y a rien non plus d'alarmant. Quand même, ils sont 8e, ils sont sortis de la coupe. On est toujours exigeant, mais il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu les 3/4 de l'équipe qui ont changé. Tactiquement, on était perdus. Changement d'entraîneur tous les 4 matins, donc. Là, il va y avoir des nouveaux joueurs. Je pense que leur système, c'est le 3-5-2. Pour l'instant, les joueurs sont un peu perdus dans d'autres systèmes. Donc, un peu plus d'unité, ça ferait pas de mal. Le collectif, c'est le plus important. Et à un moment donné, c'est à la responsabilité des joueurs. Oui, on dit Pablo Longoria. Oui, on dit Gattuso. Moi, j'ai jamais été une grande fan de Gattuso. Mais par contre, c'est les joueurs qui, pour moi, ils sont pas au niveau parce que, je sais pas, peut-être un petit manque d'envie ou quoi, ou d'ambition. Talent. Non, le talent. Non, pas manque de talent. Non, mais est-ce qu'ils l'ont, c'est la question. Est-ce qu'ils ont le talent? T'as Klose. Comment, à partir du moment où tu mets Klose sur le banc, alors que c'est ton meilleur joueur, on va pas rentrer dans un débat comme ça, mais ils ont les qualités pour et ils doivent le faire et ils doivent montrer beaucoup mieux. Pour la deuxième partie de saison, en tout cas cette réunion, le prochain match c'est Metz. On a regardé dans l'histoire de l'Olympique de Marseille sous l'ère McCourt. C'était la 6e réunion. Si derrière il y avait eu un effet, à part en 2017, la première réunion, c'était un match contre Caen, ils avaient gagné 4-0. Derrière il n'y a jamais eu de victoire. Karine, ça suffira pas si j'en crois votre smiley, l'union sacrée. Au moins déjà, ça évite que ça flambe. Oui, non, mais déjà, moi, ces réunions constamment, là, il y a un moment, il faut arrêter, en fait, c'est n'importe quoi. Et après, vendredi, ça peut être suffisant quand même pour battre Metz, mais ça n'aura rien à voir avec la réunion. Metz est une équipe en grande difficulté, qui a en plus perdu le week-end dernier face à Lorient, qui est aussi en grande difficulté. Donc, les Marseillais sont toujours invaincus à la maison, on le rappelle. C'est le bon calendrier, quoi. Et voilà, battre Metz, il n'y a pas de quoi non plus se jeter dans le Vieux-Port. C'est
C'est possible pour les Marseillais. Mais je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup de soucis dans cette équipe parce que moi, je trouve pas que les joueurs soient pas à 100%, Autriche, etc. Je trouve qu'il y a un manque de talent qui est évident et qu'il y a un entraîneur qui n'arrive jamais à inverser une situation qui est pas favorable à son équipe. Et ça, c'est quand même le problème. Il y a aucun joueur aucun joueur qui a progressé. Tu peux avoir des joueurs très moyens et un peu surperformés. À Marseille, il n'y a pas du tout ça actuellement. Tu as gagné des matchs avant la fin de l'année face à des très mauvais, hein, on va pas le dire, on va pas se cacher. Le Lyon avait la tête dans le seau, Lorient, Rennes, etc. Et dès que c'est un petit peu plus fort, c'est compliqué. Tu arrives pas à gagner, donc voilà, c'est alarmant. Benoît, quand on était dans un vestiaire, quand on sait que ça se passe bien comme ça, on se dit au moins on a un joker en plus. Oui, après, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils vont recevoir Metz. Avec le plus grand respect que j'ai pour Metz et Julien Chalouette. Notre chef d'édition régulier, je précise, parce que il ne connaît pas Julien. Je pense que... Il devrait. Je pense que je suis d'accord avec Karine. C'est pas grâce à la Réunion que l'OM... ça fait du bien quand même de pas que ce soit explosif en milieu de semaine. Ça aurait pu repartir en vrille. C'est déjà arrivé quand même. Oui, l'OM est 8e, l'OM n'est pas 15e ou il n'est pas à la même position que... La commanderie de tous les 6 mois, à un moment... L'OM n'est pas à la même position que l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Donc, effectivement, si on regarde le classement, ils sont pas très loin non plus de la 4e place. Non, moi, ce qui m'alerte un petit peu, c'est que encore une fois, l'OM se met le feu tout seul. Ils mettent un Jonathan Klaus sur le flanc alors que c'est leur meilleur joueur, leur meilleur passeur. Je suis d'accord avec Harry que ça manque un petit peu de talent. On a beau me parler des attaquants, d'Aubameyang, etc. Alexis Sanchez manque cruellement à cette équipe de l'Olympique de Marseille. On finit avec vous, Dave. Eh ben non, au contraire, ça va marcher. Moi, je pense que je dis sur la tablette. Oui, je pense que ça peut marcher. Et quand je dis bizarrement, c'est qu'effectivement, tous les voyants sont à l'orange ou au rouge, mais ils ont deux atouts, en fait, un peu malgré eux ou à leur corps défendant. C'est que c'est pas une Ligue 1 qui avance comme un TGV. C'est-à-dire que c'est pas des épées devant, franchement. Donc, t'es un peu sauvé par ça aussi. Et puis deux, si on fait le ratio, quand on prend ces équipes, si on fait le ratio qualité de jeu, point prix, Marseille, c'est presque une des meilleures équipes dans ce côté-là, parce que Lille joue bien. Ouais, mais je peux le faire. Chercher les Apadou State. Ouais, exactement. Mais je te le fais par l'absurde, c'est-à-dire qu'on va toujours dire Monaco joue beaucoup mieux, Lille joue beaucoup mieux, Reims c'est plus cohérent, etc., etc. Et tu t'aperçois qu'en fait Marseille, dans sa médiocrité, ils sont pas si loin. En fait. Exactement. Et donc je me dis que dans ce championnat-là un peu particulier, et c'est ça qui est encourageant. Alors ils sont nuls mais 8e. Eh ben ce que je te dis, c'est qu'en étant nul et en étant 8e, exactement. Et cette réunion, elle tendrait à penser que les joueurs vont quand même à un moment s'y mettre. Oh, le nouvel axe incroyable de Dave. Donc là, voilà, je vous le fais. En moyenne, Amis Marseillais, c'est cadeau. PSG, Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi ont conclu un accord singulier. La sensation parisienne et son président ont secrètement élaboré un accord ces dernières semaines concernant le futur du Bondinois. L'avenir de Kylian Mbappé suscite toujours une effervescence, en Espagne, en France et même au-delà des frontières, notamment en ce moment. Alors que le marché des transferts semble terne, Mbappé demeure le seul dossier majeur qui captive réellement tous les fans de football. Comme nous l'avions dévoilé en janvier dernier, la décision du joueur est prise. Rejoindre Madrid cet été. Une information exclusive qui a été reprise ces derniers jours par plusieurs autres médias francophones. En Espagne, le quotidien AS révèle une information plutôt curieuse compte tenu du contexte en coulisses. Le média madrilène explique que Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi ont trouvé un accord. Le président parisien sera le premier informé de la décision de l'attaquant tricolore. Cela, même si du point de vue légal et contractuel, rien n'oblige Mbappé à avertir ses actuels employeurs s'il décide de rejoindre un autre club. Le PSG n'a pas encore été informé. Il s'agit d'un pacte amical conclu entre les deux hommes l'été dernier. Actuellement, Nasser Al-Khelaifi n'a reçu aucune notification concernant le futur de sa star, et le PSG insiste sur le fait qu'il n'est encore au courant de rien. Une situation intrigante, car selon nos informations, la décision du joueur est déjà arrêtée. Est-ce une manœuvre stratégique de la direction? Kylian Mbappé a-t-il manqué à sa parole envers son patron? La réponse restera probablement énigmatique. En revanche, ce qui est certain, c'est que le timing de l'annonce imminente de son départ pour Madrid continue de susciter des discussions. El Chiringuito révélait par exemple hier qu'elle n'est pas prévue avant le mois de juin prochain. D'autres médias évoquaient, quant à eux, une annonce bien plus rapide.
Il ne reste plus qu'à attendre, avec le retour de la Ligue des Champions, pour divertir un peu tout le monde. Les propos stupéfiants d'un journaliste madrilène sur Kylian Mbappé. Alors que nous avions révélé en exclusivité en janvier dernier que l'avenir de Mbappé prendrait une tournure madrilène, ce feuilleton commence à agacer bon nombre de personnes, que ce soit à Madrid ou à Paris. Dans l'émission El Larguero de la Cadena Ser, le journaliste Tomás Roncero, une figure bien connue en Espagne et consultant pour AS et El Chiringuito, a tenu à partager son avis percutant sur le sujet. Peu importe ce qu'il fait, c'est déjà le joueur le plus insupportable de l'histoire du Real Madrid. C'est tellement ennuyeux. Il devrait admettre qu'il s'est trompé en venant. La dette qu'il a envers le Real Madrid est presque impossible à rembourser. Il doit assumer son erreur et comprendre que l'argent n'est pas le plus important. Tout laisse penser qu'il va venir et ne pas prolonger à Paris. S'il prolonge, c'est vraiment machiavélique, a lancé le journaliste qui n'a toujours pas digéré les événements des derniers étés. Sympa. Real Madrid. Luka Modric a été trahi. Le futur de Luka Modric s'assombrit de plus en plus. À 38 ans, le Croate n'occupe plus la place centrale qu'il avait autrefois au Real Madrid. La jeunesse prend le pouvoir dans l'empire du milieu madrilène, et cela ne plaît clairement pas au Ballon d'Or 2018. Le journal Sport évoque des tensions entre le joueur et Carlo Ancelotti dans ses pages intérieures. Tout semble découler d'une promesse non tenue par le Mister, qui aurait tout mis en œuvre pour le retenir l'été dernier, malgré une offre alléchante en provenance d'Arabie Saoudite. Modric est contrarié par son faible temps de jeu et accuse son entraîneur de l'avoir trompé, selon les révélations d'un chroniqueur sur le plateau d'El Chiringuito, information relayée par Ocdiario. Ancelotti, de son côté, affirme lui avoir assuré qu'il comptait sur lui, mais n'a jamais promis qu'il resterait titulaire lors de sa prolongation.